On n'est pas venu que pour souffrir, mais pour vivre le vivant. Titre de votre prochaine conférence. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonsoir tout le monde d'abord. Voilà, j'ai choisi de faire cette conférence sur ce titre-là pour répondre en fait aux nombreuses questions qu'on me pose souvent. Et voilà, Eléa va partager avec moi tout ce chemin qui m'a mené effectivement au titre de cette conférence et qui est le résultat de tout un parcours professionnel et personnel. Effectivement, vous avez eu une longue carrière dans le soin et l'accompagnement. À ce moment de votre vie, et alors que d'autres songeraient plutôt à se poser, vous continuez à animer des séminaires, à donner des conférences, à écrire des livres. Vous intervenez sur les sujets qui vous tiennent à cœur. D'où vous vient cette détermination? Alors c'est vraiment un mouvement à l'intérieur qui m'anime, c'est vraiment une passion et j'ai pu observer tout au long effectivement de ma vie que ce souhait de participer à un monde meilleur à travers le soin m'animait profondément et il a pris différentes couleurs, différents métiers peut-être je pourrais dire. Voilà, donc le fil rouge a toujours été le soin. Est-ce que vous avez d'abord été infirmière? Vous êtes occupée du corps malade? Que vous ont appris toutes ces années passées au chevet de personnes souffrantes à l'hôpital? Alors effectivement, j'ai commencé après mon bac, j'étais infirmière. Et effectivement, infirmière, on s'occupe principalement du corps malade. Et ça a été pour moi la possibilité d'avoir beaucoup de connaissances au niveau anatomique et puis aussi de beaucoup échanger avec les personnes parce que ce métier est merveilleux dans le sens où, en tout cas moi, il m'a permis vraiment d'échanger au plus simple, au plus direct, dans l'intimité de chacun. Et donc cette première partie a été autour du corps malade. Et vous aviez suivi différentes formations qui se sont révélées capitales dans l'exercice de votre métier. En quoi consistaient-elles? Oui, alors le corps, effectivement, faut dire qu'il y a le corps malade, mais il y a aussi c'est quelqu'un qui est malade. Et je me suis beaucoup questionnée sur la maladie, pourquoi la maladie, qu'est-ce qui rendait malade, et est-ce que cette question finalement concernait uniquement le corps physique. Et je me suis aperçue qu'il y avait des maladies, des maladies qui parfois pouvaient aussi avoir entré en résonance avec notre corps physique. Et donc ça m'a mis en chemin et j'ai fait des études de psychologie transpersonnelle et différentes formations sur le corps, sur le psychisme et sur finalement ce qui m'a toujours passionnée et ce qui m'a toujours guidée, sur l'interrelation entre le corps, notre corps physique, et puis aussi notre psychisme, c'est-à-dire la manière dont on pense, la manière dont on aime et la manière dont on vit nos émotions. Vous avez aussi puisé dans différentes cultures, dans des sagesses ancestrales. Alors j'ai effectivement aussi beaucoup voyagé pour aller explorer comment, oui, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, comment d'autres personnes faisaient pour soigner, pour prendre soin du corps, pour prendre soin du psychisme et pour prendre soin de cette, comme je disais tout à l'heure, de cette interrelation entre le corps et le psychisme et entre le psychisme et le corps. Cette capacité de dialogue avec la vie du corps, ses histoires, ses secrets, son bien-être et ses souffrances, vous est-elle familière ou vous est-elle venue avec le temps? Alors je dirais par rapport à ça, c'est un peu les deux. C'est-à-dire je dirais que je suis probablement née avec cette prédisposition de par une histoire familiale qui m'a invitée à prendre soin. Et puis je crois que d'être infirmière dans un premier temps a été une continuité un peu évidente. Et toutes ces formations et ces voyages que j'ai faits ont poursuivi. Donc c'est vraiment les deux. Je pense que c'est une prédisposition que j'ai enrichie au fur et à mesure du temps et des rencontres et de ma pratique. Et d'où vous vient votre passion pour l'anatomie et la vie secrète du corps, celle qui se passe sous la peau? Bien, cette passion, elle est née comme j'ai envie de dire, une quête
Et parfois, je me suis sentie un petit peu comme Sherlock Holmes, voilà, qui jouait à Colin Maillard, à comprendre cette vie sous la peau. Et il se trouve que, voilà, au fur et à mesure du temps, je ne sais pas, acquis ou compris qu'il se passait beaucoup de choses, que notre corps était finalement comme une bibliothèque. Et j'ai eu envie, j'ai envie de dire, d'apprendre à lire et d'apprendre à écrire. Alors, non pas peut-être avec la main, mais en tout cas oui, à décoder cette vie secrète. Alors, on pourrait dire maintenant, c'est à apprendre un langage non verbal ou à apprendre le langage du corps. On pourrait dire ça comme ça. Vous avez été témoin pendant vos années de pratique de ce que vous nommez une altération, voire une perte de communication entre le corps et la conscience lors d'un accident, de choc physique ou psychique, voire même suite à des traumas sociologiques, économiques, ces événements traumatiques qui font dire aux personnes concernées « je ne sais plus ce qui s'est passé, j'ai eu un trou noir, un voile noir ». Ces obscurcissements de la conscience laissent les personnes comme absentes à elles-mêmes et ne ressentant plus leur corps comme elles en avaient l'habitude. Et cela peut être effectivement très angoissant, dites-vous. C'est précisément ce qui vous a mis en chemin en recherche? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au cours de ma pratique, effectivement, par exemple à l'hôpital, hein, voilà, certaines personnes arrivaient, par exemple quand je travaillais aux urgences, ne se souvenant plus vraiment de ce qui s'était passé. Ou il y a des maladies, ou après des opérations, mais aussi après des chocs, hein, que ce soit des agressions, que ce soit voilà, des agressions, des chocs psychiques, et puis aussi on peut voir hein, maintenant dans parce que c'est plus médiatisé, on y fait plus attention maintenant quand il y a eu des événements par exemple comme au Bataclan ou des événements politiques aussi, hein, parfois comme des guerres, où les personnes, en fait, le choc est tellement grand qu'il y a comment dire, une forme de dissociation, ou en tout cas une perte de mémoire, ou un oubli, hein, que les personnes traduisent très clairement en disant, mais là, il y a un voile qui s'est posé, ah, mais là, je ne me souviens plus. Ou il y a beaucoup ou en cas de deuil aussi parfois. Et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup questionnée. Et c'est pour ça, tout à l'heure, voilà, je disais que j'avais exploré les notions du corps, et puis les notions du psychisme, et puis de la conscience. Et c'est vrai que ces pertes de mémoire, de conscience, m'ont beaucoup questionnée. Et c'est vrai elles ont été le moteur, j'ai envie de dire, oui, de ma recherche. J'ai voulu chercher à comprendre pourquoi c'était possible, comment ça se faisait. Et puis petit à petit, effectivement, je me suis demandé et posé la question, est-ce qu'il était possible de récupérer ce lien? Voilà, et ça, c'est une des raisons aussi beaucoup de mes voyages, pour voir comment dans d'autres traditions, les personnes qui s'occupent de ça faisaient. Très bien. Et vous avez ensuite rencontré ce qu'on appelle la pédagogie perceptive. Vous dites qu'elle a été un déclic essentiel et qu'à cette occasion, vous avez découvert les fascias. Pouvez-vous nous dire ce que sont, au juste, les fascias et par la même occasion, la pédagogie perceptive? Alors, oui, effectivement, ça a été une rencontre déterminante qu'on pourrait relier au non-hasard, si on veut dire ça comme ça. Et la pédagogie perceptive, ça parle de quand on parle de pédagogie, c'est-à-dire que c'est un apprentissage, et perceptive, ça veut dire ressentir. Et donc, c'est un apprentissage à ressentir. Et il se trouve que la pédagogie perceptive est beaucoup axée, en tout cas, il y a une branche qui s'occupe de ça, sur les fascias. Donc, voilà, on disait de parler un petit peu plus des fascias. Donc les fascias, j'ai envie de dire que c'est avec ce tissu-là, c'est un tissu de notre corps, de l'intérieur, que s'est fait cette rencontre, j'ai envie de dire, comme un déclic. Les fascias, ils sont connus depuis pas si longtemps que ça. C'est vraiment au début du siècle dernier qu'on a commencé à identifier ces membranes
Et pour donner un exemple, voilà, je prends souvent comme exemple, voilà, quand on casse un œuf, le jaune, il est entouré d'une membrane transparente. Et donc ça, on pourrait dire que c'est le fascia de l'œuf. Et à l'intérieur de nous, on a tous nos organes et tous nos muscles sont entourés de membranes comme ça, qui sont voilà, plus ou moins transparentes en fonction de l'endroit où elles se trouvent. Donc c'est vrai que maintenant, voilà, les fascias sont connus voilà, pour entourer les muscles. Mais ils entourent les os, ils entourent tous nos organes. Voilà, par exemple le péricarde, autour du cœur, il y a un fascia qui est connu. Le péritoine, autour des intestins, c'est un fascia qui est connu aussi. Et puis on a aussi tout autour, qui gagne tout notre système nerveux, on a aussi un fascia spécifique. Et donc, la pédagogie perceptive m'a permis de faire connaissance avec ce tissu très spécifique qui en même temps entoure tout de nous, en même temps contient tout de nous, donc c'est un tissu qui nous unifie. Et en même temps, il a un rôle voilà, de protection, il a un rôle... il a beaucoup de fonctions. Oui. Et si je comprends bien, c'est donc une nouvelle manière de concevoir le corps et la conscience pour les faire dialoguer que vous avez découvert à travers le tissu des fascias. Exactement, oui. Parce que ce qui serait intéressant et important d'ajouter, c'est que nos fascias sont porteurs de capteurs sensoriels spécifiques qui sont complémentaires de nos 5 sens. Voilà, et ces capteurs s'appellent les propriocepteurs, donc ils sont très connus des danseurs ou des comédiens, puisque ce sont ces capteurs qui vont les aider à se repérer dans l'espace à l'extérieur. Voilà, quand ils doivent, je ne sais pas, danser tout droit, ou par exemple se croiser, ce sont leurs propriocepteurs qui vont les aider à ne pas se télescoper tout simplement. Et voilà, pour ça, il y a un joli film qui est sur Arte, qui s'appelle Les fascias, les alliés de notre corps, où il y a tout un déroulé scientifique qui nous explique que en fait, quelqu'un dont les propriocepteurs ne seraient pas activés, en fait, pour se sentir assis, serait obligé de se voir assis. S'il n'a pas les yeux ouverts, il ne peut pas se sentir assis. Donc les propriocepteurs, ils ont un rôle pour nous repérer dans le monde extérieur, mais aussi pour nous aider à nous repérer dans notre intériorité. Et donc c'est en ça voilà, en tout cas moi c'est ce que j'ai développé. Et ce qui m'a passionnée, c'est que cette rencontre avec la pédagogie perceptive m'a permis d'avoir déjà une explication et puis un outil, une preuve presque scientifique, voilà, qu'il y a une possibilité de pouvoir capter ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Du corps malade au corps sensible. Suite à votre rencontre avec la pédagogie perceptive, vous opérez à ce moment-là une transition professionnelle, en vous orientant plus vers le corps sensible que sur le corps malade. Ce déclic m'a vraiment invité en tout cas, j'ai vraiment eu cet élan, puisqu'il répondait à cette, on peut dire cette dissociation, on peut dire, ou en tout cas cette coupure entre la conscience d'une part et le corps de l'autre côté. Et la possibilité, par l'intermédiaire des fascias, de tout cet apprentissage à ressentir ce qui se passe à l'intérieur, en fait, m'a permis petit à petit d'observer que le corps pouvait commencer à dialoguer avec la conscience et la conscience pouvait commencer à dialoguer avec le corps. Et donc, c'est vrai que j'ai plus orienté mon activité vers ce qui m'avait mis en recherche en fait, c'est cette coupure, on va dire, entre le corps et la conscience. Vous parliez aussi d'une approche somato-psychique. Pouvez-vous nous en dire plus ? On pourrait parler d'une approche psychosomatique qui est aussi un courant. Nous, on parle plutôt d'une approche somato-psychique, c'est-à-dire qu'en fait, on va régler, ou en tout cas au niveau du corps, on va rééquilibrer, on va ajuster, on va réguler les flux, et aussi faire tout un travail au niveau de cet éveil
perceptif. Et on va commencer par le corps, voilà, pour à pouvoir rééquilibrer, réajuster, réguler les flux, et ce faisant, de voir ce qui va rester au niveau psychique. Si par exemple, vous voyez, quelqu'un a des douleurs, eh bien c'est sûr que, on va dire, ça va lui prendre la tête. Et s'il a moins mal, si on arrive déjà à réguler la douleur, eh bien du coup, il sera plus libre psychiquement. Donc en fait, nous, dans notre approche, on va, en même temps, il y a une écoute, voilà, de ce que vit la personne, hein, qu'on appelle nous centrer sur la personne, et on va, au niveau du corps, faire ben voilà, ce qu'il y a à faire, justement, ce que je disais tout à l'heure, réajuster, rééquilibrer, travailler sur la vitalité, sur l'énergie, sur le mouvement aussi, et de voir ce qui reste en fait en termes psychiques, et de ce fait le traiter. C'est pas séparé, et c'est vrai qu'on va commencer par une approche corporelle. Donc ça, c'est vraiment très important dans le cas où ce qui pourrait être arrivé, ou les désordres qui sont arrivés, sont, enfin en tout cas moi c'est la partie dont je m'occupe, c'est ce qui est arrivé dans la vie en bas âge, quand on ne savait pas parler, quand on n'avait pas encore de mots pour le dire, ou bien en cas de choc, où il y a effectivement des sidérations et où il n'est pas possible de dire, parce que ça reste bloqué, soit parce que c'est anesthésié, soit parce que quand on est choqué, on peut pas parler. Et ce travail qui consiste à affiner nos perceptions pour enrichir notre vie, nos facultés de pensée, est-il accessible à tout le monde, dans la mesure où nous n'avons pas tous les mêmes prédispositions? Alors ça, c'est une question importante, elle est accessible à tout le monde. Ce qu'il y a, c'est ce que j'ai observé, moi, au fil de ma pratique, c'est qu'on est, comment dire, on a entre la fonction sentir et la fonction penser. Il y a des gens, quand on leur demande quelque chose, ils vont dire oui, mais moi je sens que, voilà. Il y a d'autres personnes qui disent oui, mais moi je pense que. Et donc, voilà, on va dire, sans faire de généralité, mais on est tous avec plutôt une prédisposition qu'une autre. Alors c'est sûr que pour les personnes qui ont une faculté qu'on appelle kinesthésique de sentir, voilà, des propositions de passer par le corps en premier va être plus facile pour rejoindre la pensée. Et donc c'est ce qu'on va utiliser, nous, ce qu'on appelle les voies perceptivo-cognitives, c'est-à-dire qui vont du corps à élaborer la pensée. Il y a des personnes qui ont des facultés à élaborer la pensée, mais ce qu'elles ressentent au fond d'elles-mêmes, dans leur corps, de manière émotionnelle, c'est plus difficile. Donc là, mais on va faire appel aux voies cognitivo-perceptives, c'est-à-dire à ce qu'elles pensent, pour petit à petit amener la personne à ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'elle, et de manière à ce que voilà, on puisse sentir ce qu'on pense, penser ce qu'on sent. Donc en fait, en fonction des constitutions, on va partir de ce qui est plus facile pour la personne pour aller vers là où elle a à apprendre à se connaître. Donc à l'issue de toutes ces recherches et l'exploration de nombreux champs d'expérience dans lesquels les fascias intervenaient dans la vie humaine, vous avez eu un rêve. Peut-on parler d'une vision ou d'une quête? Oui, ça c'était une phase importante de ma vie. J'ai cherché, voilà, je dis qu'en tant qu'infirmière, je m'étais beaucoup occupée du corps malade. Et puis je suis passée au corps sensible qui lui aussi, voilà, n'est pas séparé du corps souffrant. Et je me suis beaucoup demandé, en fait, c'est surtout quand je travaillais à l'hôpital, en fait, le corps était malade, mais comment faire pour restaurer? Comment faire pour retrouver de la santé? On en a besoin dans des médicaments, dans de la chirurgie, mais je me suis aperçue que ce n'était pas toujours suffisant. Et en fait, ce qui m'est apparu, ce que j'ai vraiment cherché, c'est en fait, comment serait-on? Et comment est-on? Et comment seraient nos organes, nos jambes, comment c'est quand on n'est pas malade? Alors on peut dire quand on n'est pas malade, on ne souffre pas, ou quand on n'est pas malade, mais en fait, comment c'est réellement? Et donc, ça m'a beaucoup mise en recherche, et j'ai eu beaucoup de difficultés, ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, moi, à me faire une idée, ou à avoir un aperçu, une grille de lecture, c'est-à-dire que serait la physiologie, qu'est-ce que c'est l'anatomie, comment on est quand on va bien finalement. Et donc j'ai cherché, j'ai creusé, en fait ça m'a amené à la question de l'origine, et c'est pour ça que
toute cette recherche que j'ai faite jusqu'à la question de l'origine, en fait, de l'origine humaine, qui m'a amené à étudier l'embryologie, m'a amené à écrire ce livre. Votre livre, Tous les enfants sont différents. Voilà, c'est celui-ci. Et c'est vrai que pour l'écrire, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai dû, j'ai remonté le fil, un petit peu comme les saumons, là, remontent les rivières pour aller dans la mer des Sargasses, à retrouver leur origine. Eh bien, moi, je suis remontée aux origines de la vie et jusqu'à la première cellule. Et une fois que je suis arrivée là, en fait, j'ai réétudié tout le développement embryonnaire et en fait, comment dans des mouvements très précis et dans une temporalité très précise, en fait, notre corps se façonnait et se déployait. Et j'ai eu envie de témoigner de toute cette recherche et de toute cette étude, puisque en me disant que voilà, si on savait comment ça se déployait à l'origine, il était plus facile quand on était malade ou quand on était souffrant, voilà, de revenir à une trame préexistante du corps humain. Et justement, votre livre met en lumière le lien entre la vie prénatale liquidienne et la vie terrestre dans l'air. Pouvez-vous nous expliquer? Ça fait partie de mes recherches et ce que je développe dans le livre, c'est-à-dire notre corps. Il s'est façonné dans un univers liquidien, qui est donc, on a été baigné de liquide amniotique pendant 9 mois, et puis à un moment, on arrive dans l'air. Et il faut qu'on arrive à vivre dans l'air. Donc effectivement, il y a toute la notion de la gravité, de la pesanteur qui vont beaucoup changer de choses. Mais ce que je me suis aperçue, c'est qu'en fait, il y a toutes les étapes de notre développement postnatal vont trouver une origine dans notre développement embryonnaire. Parce qu'au début, on est une première cellule, et puis il y a une ligne longitudinale comme ça qui va se créer, et puis il va y avoir 2 cellules. Et puis il y en a une autre qui va se mettre perpendiculaire à la première et qui va nous donner 4 cellules. Et puis petit à petit comme ça, de ligne en ligne, mais aussi après il va y avoir des mouvements spiralés, tout un tas de mouvements très codifiés qui vont en fait nous façonner notre corps et lui donner la forme qu'il a. Et donc ce que j'ai trouvé dans la pédagogie perceptive et dans l'étude des fascias, c'est qu'en fait, dans ce cadre-là, un dysfonctionnement commence quand elle a perdu la mémoire de son origine. Donc pour moi, ça a bouclé ma boucle de recherche. Et donc j'ai répertorié 7 étapes depuis la naissance jusqu'à la préparation de la puberté qui vont réinitialiser des étapes de la vie prénatale. Et justement, votre livre développe aussi les liens qui se tissent entre les forces d'évolution, les forces internes de croissance qui sont actives dans l'intériorité corporelle de l'enfant et sa croissance extérieure visible. Vous dites à ce sujet, on ne tire pas sur les fans d'une carotte pour la faire grandir. Alors oui, ça fait partie de mes grandes découvertes. Moi, j'ai été élevée, on disait, ils poussent tout seuls, où il n'y a pas besoin d'aider les enfants à grandir, ils grandissent. Et en fait, par exemple, tout à l'heure, je parlais de cette première ligne qui est venue de la première division cellulaire. Et bien en fait, cet axe, si on regarde la croissance d'un enfant et comment tous on a grandi, et bien en fait, on s'est étiré. La croissance, c'est vraiment un étirement entre nos talons et le sommet de nos têtes dans la verticalité. Donc ça, on pourrait dire que c'est la continuité ou la réinitialisation dans l'air de ce qui s'est passé au sein du liquide amniotique. C'est un exemple. Et donc, on a comme ça plusieurs étapes de croissance qui sont liées à des mouvements fondamentaux qui nous ont créés dans les premiers jours de notre vie. Ainsi, votre livre propose un accompagnement de la croissance de l'enfant depuis le premier instant de la naissance, pourrait-on dire jusqu'au passage de la puberté. Vous faites émerger un fil rouge à travers les 7 étapes de croissance que vous avez répertoriées pour que l'enfant reste connecté à son intériorité à travers la dimension sensorielle. Quels sont les avantages pour un enfant de rester présent à ce qu'il ressent? Alors, ce qui m'a semblé, c'est qu'un enfant, toute mon étude a été centrée aussi sur comment accompagner un enfant à grandir en faisant en sorte qu'il soit
qu'il puisse être lui-même et pas forcément une copie conforme d'un clan ou d'une lignée. Donc c'est important de grandir et de rester connecté à ses sensations. Voilà, parce qu'en fait, un enfant, quand il va rester connecté à ses sensations, en fait, ça va être très protecteur pour lui. Ce qui se fait que il ne va pas aller, s'il ressent que, voilà, je sais pas, il y a un danger, il va pas y aller. S'il ressent que, je sais pas, il a envie d'être boulanger ou d'être, parce que quelque chose lui plaît dans le pétrissage de la farine, ou parce qu'il a vu le boulanger du coin faire, eh bien il va pouvoir suivre comme ça ses intuitions, ses sensations, sans pour autant rentrer, j'ai envie de dire, dans un moule copie conforme de ce qu'on pourrait attendre de lui. Et est-ce que vous proposez justement d'accompagner ces enfants? Alors, j'accompagne des enfants. Et ce qui m'est, en tout cas c'est mon expérience, ce qui m'est apparu de manière très étonnante, et j'en ai été étonnée moi-même, c'est qu'en fait bien souvent les parents accompagnaient leurs enfants, et puis il se passait une séance, deux séances, et puis ils disaient mais en fait, pour moi, est-ce que ça pourrait me faire du bien? Et en fait, au bout du compte, j'ai fini par accompagner les parents qui, prenant conscience et réparant pour eux-mêmes ce qui n'avait pas été, voilà, les endroits qui étaient souffrants, défaillants, questionnants pour eux. En fait, de ce fait, ils arrivaient à être à l'écoute de leurs enfants et en fait, il n'y avait plus vraiment de problème avec leurs enfants. Ça a été ma grande surprise. Vous dites en d'autres mots qu'être parent, c'est aussi revisiter notre propre enfance. Et c'est ce que j'ai observé. Hein. Moi, c'est vrai aussi en tant que maman, je me suis aperçue que au fur et à mesure que mes enfants grandissaient, ça me posait des questions et ça me faisait questionner aussi ma propre enfance. Et j'ai pu observer que là où j'avais des interrogations par ma propre enfance, j'avais des difficultés à accompagner mes enfants. Et donc en me repenchant sur mon enfance, il me devenait plus facile d'être à l'écoute de mes enfants et voilà, de demander de l'aide quand j'en avais besoin. Mais en tout cas, il y avait cette écoute qui était beaucoup plus fine sur leurs besoins spécifiques à eux du fait d'avoir entendu les miens. Et votre livre est-il ainsi destiné qu'aux parents ou futurs parents, ou on peut dire à une population plus large Mais dans un premier temps, j'avais imaginé voilà, qu'il pouvait aider les futurs parents, mais les retours que j'ai eus de mon livre, bien sûr, ils les aident, mais ils ont aussi beaucoup aidé les adultes à comprendre leur propre enfance et à revisiter ces 7 étapes de croissance que je décris et à repérer par eux-mêmes, comme c'est un guide pratique, à repérer par eux-mêmes les étapes qui avaient été défaillantes et pour certains utiliser des outils donnés, pour d'autres aussi les compléter avec des consultations, des conseils. Et donc en fait c'est en même temps voilà, pour les parents. Là, j'ai l'exemple d'une personne qui était enceinte et qui à peine fini le premier chapitre qui parle justement de ses premiers instants de la naissance, en fait a ressenti les premières contractions, est allée à la maternité accoucher et qui de ce fait voilà, a pu appliquer tout de suite ce qui était voilà, ce qui parle de ce premier regard du nourrisson quand il ouvre les yeux et qui est si important. Voilà, donc c'est en même temps les parents, les futurs parents, et puis aussi les phases de l'enfance qui à l'intérieur de nous sont voilà, à revisiter parce qu'on en a toujours voilà, une ou deux, on a franchi de manière moins performante que les autres. Vous parliez aussi de l'accueil de la singularité d'un enfant en écho au rôle préétabli par la société, que l'on pourrait attendre de ce que doit être un enfant et de ce que doivent être des parents. Oui, donc ça a été aussi parce que je vois comment les fascias, tels qu'on les connaît dans le courant de la pédagogie perceptive qui a été développé par Danny Bois, en fait, ils sont animés d'un mouvement interne. Donc ça, je peux comparer ça parfois voilà, à la mer. La mer, elle monte et elle descend. Elle est animée par un mouvement interne. Et on ne tire pas sur les vagues pour faire monter la mer et on ne repousse pas les vagues pour faire baisser la marée. Donc il y a des mouvements comme ça qui sont, j'ai envie de dire, qui sont autonomes. Et à l'intérieur de nous, il y a aussi ce mouvement du vivant
qui anime particulièrement les fascias. Donc c'est vrai qu'accompagner les enfants aussi dans leur rapport au corps, dans ce rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'eux, c'est aussi leur donner la possibilité de suivre leur élan, d'accompagner leur élan. Et c'est sûr que voilà, la société a évolué, mais c'est vrai qu'avant, quand tout le monde était agriculteur dans la famille, eh bien, il était attendu que les enfants suivent la même directive. Enfin, c'était vrai pour des métiers comme ça. Maintenant, c'est un petit peu différent. Voilà, c'est pour ça qu'en étant attentif à ce mouvement, ce qu'on appelle nous les forces internes de croissance, voilà, étant en accompagnement ce mouvement comme ça, en fait, on va aider aussi les enfants à être sur leur élan de vie, leur dynamique, et à ce que chacun puisse être à sa juste place. On peut ainsi comprendre les parents et la pression qu'ils ressentent de soutenir une activité plus mentale, plus intellectuelle, car les notes à l'école sont, au fur et à mesure du parcours scolaire, basées sur l'évaluation des savoirs appris par cœur, des savoirs intellectuels. Alors c'est sûr qu'il va, enfin en tout cas de mon point de vue, voilà, il va être important d'encourager ou en tout cas d'être très à l'écoute de ce mouvement, j'ai envie de dire, qui se passe du vivant, qui se passe à l'intérieur des enfants et aussi à l'intérieur de chaque adulte. Et ce qui est difficile à l'école, c'est que voilà, la maternelle et les enseignements sont beaucoup basés voilà, sur les cinq sens, sur le mouvement, sur tout ça. Et à partir du CP, les enfants sont beaucoup plus assis, beaucoup plus longtemps. Et à l'entrée en sixième, ils sont vraiment assis. Moi, j'ai beaucoup entendu des enfants ici témoigner combien ça leur était difficile, combien ça leur était dur d'être assis si longtemps. Surtout quand on sait qu'en fait, un enfant sent son corps quand il est en mouvement. Et donc, c'est vrai que le système scolaire est basé sur les notes, sur un savoir appris par cœur. Et ça peut être, là encore, assez difficile pour certains enfants qui ont une intelligence plutôt qu'on va appeler kinesthésique. C'est-à-dire que c'est en bougeant qu'ils savent faire, c'est en bougeant qu'ils vont comprendre, et c'est en bougeant qu'ils vont savoir penser, presque, je pourrais dire. Voilà, donc c'est vraiment important, de mon point de vue, de soutenir ce rapport au corps, ce rapport à la dynamique du vivant. Et je redis encore, on fait vraiment une différence entre le mouvement extérieur et le mouvement à l'intérieur qui va donner l'élan d'aller à droite ou d'aller à gauche, qui ne sont pas des mouvements, je veux dire, préétablis. Donc il serait favorable de passer plutôt par un apprentissage cognitif des enfants en prenant appui sur le ressenti du corps, sur ce qu'ils ressentent et sur justement, dont vous parliez, l'intelligence kinesthésique. Il va être, en tout cas, il y a des enfants qui n'auront aucun problème, qui vont pouvoir apprendre intellectuellement sans aucun souci. Et il y en a d'autres qui vont avoir besoin comme dans certains apprentissages, vous voyez, on sait par exemple que pour apprendre à compter, eh bien, apprendre à compter, par exemple le chiffre 3, c'est en même temps une écriture, voilà, en même temps une quantité et en même temps une représentation. Donc il y a des enfants, tant qu'ils n'ont pas vu que, par exemple, 3 pommes correspondaient au chiffre 3, ils vont pas pouvoir faire le lien. Ça ne va pas être suffisamment concret pour eux. Ou par exemple en géométrie, j'ai expérimenté ça, il y a des enfants, ils vont être bons en géométrie parce que dans leur corps, ils sont géométrisés. C'est-à-dire que la verticalité, elle est posée, la symétrie, elle est posée. Et donc, la géométrie aura moins de problèmes pour eux. Mais si, par exemple, ils doivent tracer un triangle et qu'à l'intérieur d'eux, voilà, ces forces internes de croissance n'ont pas été géométrisées pendant la croissance, ça va être plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours, je trouve, dans la pédagogie, il serait intéressant de pouvoir favoriser aussi par exemple, cet apprentissage dans une géométrie et dans une gymnastique en fait, consciente. Pourrait-on aussi dire que la connexion au ressenti, à l'intériorité, permettrait de rester connecté à ce qui est vivant en nous au fil de l'âge? Et c'est ce que j'ai expérimenté, oui. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de cet éveil sensoriel, il est possible de rester connecté à notre intériorité et donc de pouvoir grandir connecté avec ça, oui. Vous témoignez dans une vision rassurante et optimiste que nous avons des outils très pratiques, des savoir-faire pour restaurer une étape ou une autre qui n'aurait pas été accomplie dès lors qu'on a la connaissance et le goût de se renouveler. Ça, c'est effectivement la bonne nouvelle et c'est ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai découvert.
Hein, c'est que, effectivement, quand des étapes de croissance n'ont pas été mises en place au bon moment, il est toujours possible de revenir là-dessus. Ouais. Et peut-on le faire à n'importe quel âge? Alors ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Oui, c'est qu'on peut vraiment récupérer beaucoup de facultés physiques, cognitives ou perceptives dans, voilà, dans le bout du monde, dans quel que soit l'âge. Mais c'est vrai que ça demande de s'en préoccuper. Et c'est pour ça que nous, on parle de pédagogie et aussi d'apprendre, quel que soit l'âge, restaurer tout ça. Vous évoquez dans votre livre un événement douloureux de votre enfance et comment ce chemin sur l'éveil de la perception de soi vous a aidé à traverser ce traumatisme. Alors effectivement, dans ce que j'avais observé à l'hôpital ou en tant que soignante, dans ces difficultés de communication ou dans ces absences de communication entre le cœur et le corps et la conscience, en fait, chemin faisant, je me suis aperçue moi aussi dans les formations, et c'est en ça où la pédagogie perceptive a été très aidante pour moi, c'est que j'avais, quand j'étais enfant, il y a une de mes sœurs, j'avais 5 ans, elle en avait 3 qui est décédée. Et il se trouve qu'on ne m'a pas dit qu'elle était morte. Et c'est vrai que moi, ça a fait un blanc dans ma conscience. Alors à l'époque, j'en ai pas eu conscience. Et c'est petit à petit, en refaisant ce chemin et au cours de ces apprentissages, que j'ai pu reconnecter, retisser, et à un âge voilà, qui n'est pas, il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai pu faire le deuil, puisque j'ai pu reconnecter à l'intérieur de moi tout ça. Donc en fait, les fascias, ces propriocepteurs qui m'ont permis de sentir à l'intérieur et qui ont fait une forme de rappel à mémoire, m'ont permis de faire, voilà, des années plus tard, un deuil que je n'avais pas pu faire au moment où il s'est produit, parce que j'en avais pas été informée. Voilà. Du corps sensible au corps conscient, du corps sentant au corps parlant, donner la parole au corps. Vous avez plus tard souhaité transmettre autour de ces sujets que vous avez explorés et à cette occasion vous avez créé l'école du sentir. D'où vous est venue cette inspiration? Alors c'est chemin faisant au fur et à mesure que voilà, j'accompagnais les personnes qui m'ont demandé en fait voilà, d'où j'avais cette connaissance et si je pouvais leur transmettre. Et donc il m'est venu voilà, de créer l'école du sentir. Et pourquoi le sentir? Bien parce qu'effectivement, ça parle de ces facultés de perception qu'on a la possibilité d'affiner, de développer, de retrouver, qui sont aidantes. Et les personnes qui participent à vos ateliers ont-elles des difficultés à parler de leurs sensations, de ce qu'ils ressentent dans leur corps? Toutes celles qui viennent ont une question par rapport je veux dire, à la fonction sentir. Alors c'est plus ou moins facile. On est plus ou moins proche de ce qu'on perçoit, de ce qu'on ressent. Il y a des personnes pour qui c'est relativement facile. Pour d'autres, c'est plus difficile, où il y a des personnes qui sentent mais qui n'arrivent pas à nommer. Il y a des personnes aussi voilà, qui ont du mal. C'est pas toujours facile quand on sent quelque chose de dire tiens, on sait tous par exemple, on a mal quelque part, on dit tiens, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, voilà. Et donc c'est pas toujours facile, mais en tout cas ça s'apprend et c'est vraiment le propos de l'école du sentir, de pouvoir arriver à ressentir ce qu'on sent et à pouvoir le nommer de manière à ce que le ressenti, la sensation se transforme en perception. Et donc ça c'est vraiment toutes ces différences que nous on fait entre la sensation et la perception, c'est-à-dire qu'une perception, c'est une sensation qui a délivré son information. Et moi ce que j'ai pu observer, c'est que à partir du moment où on sait et on peut nommer et on a une représentation claire de notre sensation, en fait, on est tranquille avec ça et on va savoir quoi en faire. Vous évoquez les blessures du sentir. Sommes-nous nombreux à être concernés? Bien, en fait, j'ai bien l'impression qu'on est nombreux, dans le sens où déjà dans l'éducation, on peut, voilà, on tombe, on a mal, on dit mais non, t'as pas mal. Donc ça, par exemple, c'est une interdiction, par exemple, à ressentir qu'on a mal. Et ce qui va faire dire à certains enfants, moi de toute façon, j'ai jamais mal. Donc c'est vraiment, par exemple, issu de ça. Il y a beaucoup aussi dans ce que j'appelle moi les blessures du sentir.
Il y a les interdits de sentir, mais il y a aussi des formes de distorsion au niveau du sentir. C'est-à-dire, bah, t'es triste, mais non, t'es pas triste, t'es en colère. Ou voilà, des choses comme ça qui sont finalement très confondants, j'ai envie de dire, pour notre système de la perception. On va dire, voilà, on a à manger, je sais pas quoi, moi, des carottes. Ah, je trouve que ça sent pas bon. Mais si, ça sent bon, tu peux pas dire ça, c'est mal élevé, par exemple. Et tout ça va baisser la fonction sentir. Vous faites aussi une différence entre sensation et perception. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, c'est voilà, un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut sentir des choses. Voilà. Et donc, nous, quand on parle de la sensation, c'est pas une sensation psychique. C'est-à-dire, il y a vraiment une différence entre la sensation physique, corporelle, organique, et la sensation psychique. Et donc, une perception, ça va être une sensation qui a délivré son information. C'est-à-dire que si j'ai mal, par exemple, ici, eh bien, si j'arrive à identifier que c'est mon estomac, je vais déjà savoir que c'est mon estomac. Alors déjà, je vais être rassurée. Ça va commencer, en tout cas. Vous évoquez le passage du corps sensible au corps conscient pour accompagner non seulement la croissance de l'enfant, mais aussi notre évolution en tant qu'adulte. Oui, donc ça, effectivement, dans mon cheminement, voilà, il y avait le corps malade, et puis après, il y a eu le corps sensible, c'est-à-dire celui qui sent, qui ressent, qui perçoit. Et justement, le fait de pouvoir faire en sorte que le message porté par la sensation se délivre va nous faire avoir ce qu'on appelle, notre corps va être conscient. C'est-à-dire qu'on va agir dans notre vie beaucoup plus consciemment en fonction de nos ressentis. Et donc ça, quel que soit l'âge, effectivement. Votre travail d'accompagnement individuel et maintenant de transmission est centré sur la connexion entre sentir et penser ou penser et sentir. Pour vous, en quoi est-il important de distinguer nos propres ressentis et d'élaborer, de trouver les mots justes pour les dire? J'ai envie de dire comme ça, spontanément, pour sortir du mensonge. Et dans les ateliers que vous proposez, dans ce que vous transmettez, quelle est la part de ce que vous avez appris et la part de votre expérience, tant personnelle que professionnelle, puisque vous avez croisé le chemin de centaines de personnes? Oui, j'ai croisé beaucoup de personnes. Et ben, je vais vous dire que mon expérience, elle est vraiment voilà, de mon cheminement personnel, tel que j'en ai parlé tout à l'heure dans la possibilité voilà, de pouvoir faire le deuil de ma petite sœur. Et en même temps, ben, voilà, mon métier qui s'est transformé au fil des années, toutes ces rencontres incroyablement riches que j'ai faites, toutes ces études, tous ces voyages, et tout ça est né de tout ça. Est-ce que vous avez un voyage qui vous a marqué le plus? Non, ça n'a pas vraiment à voir avec le soin, mais ça a à voir avec le sentir. Où j'étais dans le désert et il faisait très chaud. Il était, je sais pas, 13 heures et tout le monde avait très faim. Et il y avait un acacia qui s'est profilé avec un petit peu d'ombre. Et donc on avait tous hâte voilà, de venir se mettre à l'ombre de l'acacia. Et la personne qui nous accompagnait, qui était un vieux bédouin d'une sagesse infinie, en fait, elle fait plusieurs fois comme ça le tour, comme ça lentement, autour de l'arbre, comme ça. On l'a regardé tourner, tourner, tourner. Et nous, on était là en plein cagnard, et disant qu'est-ce qui se passe. Et il tournait, il tournait, il tournait. Puis à un moment, il s'est arrêté. Il a pris son bâton, il a tapé sur une pierre, et il y a un serpent vénéneux qui est sorti. Et pour moi, ça a été un enseignement incroyable, en fait. J'ai beaucoup appris de cet homme, de le voir faire. Et justement là, voilà, il a fait appel à toutes ses fonctions ressenties. Parce que comment savait-il qu'il y avait ce serpent sous cette pierre? On se serait tous forcément rués dessus pour venir s'asseoir. On aurait risqué de se faire piquer. Et voilà. Donc ça fait, voilà, fait partie des enseignements sur le senti très, très forts que j'ai appris.